Salut tout le monde, c'est 3 jours un chapitre qui vous parle et aujourd'hui on va lire le chapitre 16 de Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 16, sous la trappe. Longtemps encore, Harry se demanderait comment il avait pu faire pour passer ses examens tout en ayant sans cesse la hantise de voir Voldemort surgir dans la salle de classe. Pourtant, au fil des jours, il ne faisait aucun doute que Touffi était toujours bien vivant et fidèle au poste. Il faisait une chaleur étouffante, surtout dans la grande salle où se déroulaient les épreuves écrites. Les élèves avaient reçu des plumes neuves auxquelles on avait jeté un sort qui les empêchait de tricher. Il y eut aussi un examen pratique. Le professeur Flitwick les appela un par un dans sa salle pour voir s'ils arriveraient à faire danser un ananas sur une table. Le professeur McGonagall les regarda transformer une souris en tabatière. Elle ajoutait des points si la tabatière était particulièrement belle, mais elle en enlevait si on y décelait des moustaches. Ils étaient tous paniqués devant Rogue qui les surveillait de près pendant qu'ils essayaient de fabriquer une potion d'amnésie. Harry fit de son mieux pour ne pas prêter attention aux douleurs qui, par instant, le transperçaient le front depuis son aventure dans la forêt. Neville pensait qu'il était anxieux à cause de ses examens car il n'arrivait presque plus à dormir. Son vieux cauchemar le réveillait sans cesse, plus effrayant que jamais. Aux images habituelles s'ajoutait celle d'une silhouette encapuchonnée dégoulinante de sang de licorne. Ron et Hermione n'avaient pas tous ces soucis. C'est sans doute pourquoi ils paraissaient moins préoccupés que Harry par le sort de la pierre. La pensée de Voldemort leur faisait peur, mais ils n'étaient pas présents dans leurs rêves et ils étaient si absorbés par leur révision qu'ils n'avaient guère le temps de s'inquiéter des manigances de Rogue ou de quiconque d'autre. Leur dernier examen était celui d'histoire de la magie. Ils durent passer 1 heure à répondre à des questions concernant de vieux sorciers un peu fous, inventeurs de chaudrons dont le contenu tournait tout seul, puis ils furent enfin libres pendant toute une semaine jusqu'au résultat des examens. Lorsque le fantôme du professeur Binns leur annonça qu'ils pouvaient poser leurs plumes et rouler leurs parchemins, Harry ne put s'empêcher de pousser des exclamations de joie avec les autres. « C'était beaucoup plus facile que je ne le pensais, » dit Hermione, tandis qu'il rejoignait les autres dans le parc, ensoleillé. « Je n'aurais même pas eu besoin d'apprendre le code de conduite des loups-garous de 1637, ni l'ascension d'Elfric l'insatiable. » Et Hermione aimait bien passer en revue les réponses aux examens. Mais Ron lui dit que cela le rendait malade et ils se contentèrent d'aller s'allonger sous un arbre au bord du lac. Les jumeaux Weasley chatouillaient les tentacules d'un calmar géant qui se réchauffait entre deux eaux. « Fini les révisions !» soupira Ron avec bonheur en s'étirant dans l'herbe. « Tu pourrais être plus joyeux, Harry. On a une semaine de tranquillité avant de savoir tout ce qu'on a fait de travers. Pour l'instant, plus la peine de s'inquiéter. » Harry se frottait le front. « J'aimerais bien savoir ce que ça signifie, » s'écria-t-il soudain avec colère. « Ma cicatrice continue à me faire mal. Ça m'était déjà arrivé avant, mais jamais aussi souvent. »« Va voir Madame Pomfresh, » suggéra Hermione. « Je ne suis pas malade, » dit Harry. « Je crois plutôt que c'est un avertissement. Il y a un danger qui menace. »« Détends-toi, » conseilla Ron. Et Hermione a raison. Il n'y a rien à craindre pour la pierre tant que Dumbledore est dans les parages. D'ailleurs, on n'a aucune preuve que Rogue ait trouvé le moyen de passer devant Touffi sans se faire dévorer. Il a déjà failli se faire arracher la jambe une fois. Il ne va pas recommencer tout de suite. Et le jour où Hagrid laissera tomber Dumbledore, Neville jouera au Quidditch dans l'équipe d'Angleterre. Harry approuva d'un signe de tête. Mais il avait le vague sentiment d'avoir oublié quelque chose d'important. Lorsqu'il essaya de l'expliquer à Hermione, celle-ci répondit. Ce sont les examens qui font ça. L'année dernière, je me suis réveillée et je me suis mise à relire la moitié de mes notes de métamorphose avant de me souvenir qu'on avait déjà passé l'examen. Mais Harry était convaincu que ce sentiment de malaise n'avait rien à voir avec le travail. Il vit un hibou passer dans le ciel bleu lumineux, tenant une lettre dans son bec. Hagrid était le seul à lui envoyer les lettres, mais il ne trahirait jamais Dumbledore. Jamais il ne révélerait à quiconque comment faire pour neutraliser Touffi. Jamais, pourtant. Harry se leva d'un bond. « Où tu vas ?» demanda Ron d'une voix ensommeillée. « Je viens de penser à quelque chose, » dit Harry qui était devenu livide. « Il faut que nous allions voir Hagrid, immédiatement. »« Pourquoi ?» s'étonna Hermione. Mais Hagrid se hâtait déjà vers la cabane et les deux autres se précipitèrent pour le rattraper. « Vous ne trouvez pas ça bizarre ?» dit Harry, que Hagrid ait toujours rêvé d'élever un dragon et que, comme par hasard, il rencontre quelqu'un qui a justement un œuf de dragon dans sa poche. Vous en connaissez beaucoup des gens qui se promènent avec des œufs de dragon dans leur poche alors que c'est interdit chez les sorciers? Étrange que celui-là soit précisément tombé sur Hagrid, vous ne trouvez pas? J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Qu'est-ce que tu racontes, dit Ron. Mais Harry ne répondit pas et se hâta en direction de la forêt.
Hagrid était assis dans un fauteuil devant sa cabane. Il avait relevé ses manches et ses bras de pantalon et s'occupait à écosser de petits pois dans un grand bol. « Alors, dit-il, c'est fini ces examens? Vous voulez boire quelque chose ?»« Non, on est pressé, dit Harry. J'ai quelque chose à vous demander. Le soir, vous avez gagné Norbert aux cartes. À quoi ressemblait le voyageur qui vous l'a donné ?»« Je ne sais pas, répondit Hagrid. Il a gardé sa cape avec son capuchon sur la tête. » En voyant l'air stupéfait des trois autres, il leva un sourcil. « Ce n'est pas si étonnant que ça, dit-il. Il y a des tas de gens un peu bizarres à la tête de sanglier. C'est un des pipes du village. Peut-être que c'est un marchand de dragons. Je n'ai jamais vu son visage. Il garde toujours son capuchon. » Harry se laissa tomber à côté du bol de petits pois. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demanda-t-il. « Vous lui avez parlé de Poudlard ?»« C'est possible que ce soit venu dans la conversation, dit Hagrid en fronçant les sourcils pour essayer de se rappeler. « Ah oui, c'est ça. Il m'a demandé ce que je faisais comme travail et je lui ai dit que j'étais garde-chasse ici. Ensuite, il m'a posé des questions sur le genre de créature dont je m'occupais et là, je lui ai dit que j'aurais bien voulu avoir un dragon. Et puis, je me souviens plus très bien. Il n'arrêtait pas de me payer à boire. Voyons. Ah oui, il a dit qu'il avait justement un œuf de dragon et qu'on pourrait peut-être le jouer aux cartes si ça m'intéressait. Mais je voulais être sûre que je sache m'en occuper. Et je lui ai répondu qu'après Touffu, je n'aurais pas de mal à m'occuper d'un dragon. « Et il s'est intéressé à Touffu ?» demanda Harry en essayant de garder son calme. « On ne rencontre pas beaucoup de chiens à trois têtes dans la région, alors je lui en ai un peu parlé. Je lui ai dit que Touffu était doux comme un mouton quand on savait s'y prendre. Il suffit de lui jouer un air de musique et il s'endort. » Harry parut soudain horrifié. « Je n'aurais jamais dû vous dire ça, s'écria-t-il. Oubliez-le et... où allez-vous ?» Harry, Ron et Hermione ne s'arrêtèrent de courir que lorsqu'ils furent arrivés dans le hall d'entrée du château, qui paraissait sombre et glacé quand on venait du parc. « Cette fois, il faut aller voir Dumbledore, dit Harry. Ce voyageur avec son capuchon, c'était soit Rogue, soit Voldemort. Il a dû le faire boire et Hagrid lui a révélé le moyen de passer devant Touffu. J'espère au moins que Dumbledore va nous croire. Firenze nous aidera peut-être si Bale ne l'en empêche pas. Où est le bureau de Dumbledore ?» Ils regardèrent autour d'eux comme s'ils espéraient voir un écriteau qui leur indiquerait la bonne direction. On ne leur avait jamais dit où habitait Dumbledore. Et ils ne connaissaient personne qui ait jamais été envoyé dans son bureau. « On n'a qu'à... » commença Harry, mais une voix résonna soudain dans le hall. « Que faites-vous ici ?» C'était le professeur McGonagall qui traversait le hall avec une énorme pile de livres dans les bras. « On veut voir le professeur Dumbledore ?» dit courageusement Hermione. « Voir le professeur Dumbledore ?» répéta le professeur McGonagall comme si elle trouvait l'idée particulièrement saugrenue. « Et pourquoi donc ?»« C'est un secret, répondit Harry, la gorge sèche. Sa réponse n'était pas très habile, pensa-t-il, en voyant le professeur McGonagall froncer le nez. Le professeur Dumbledore est parti il y a 10 minutes, répondit-elle froidement. Il a reçu un hibou urgent du ministère de la magie. Il s'est immédiatement envolé pour Londres. Il est parti dit Harry d'une voix fébrile. Le professeur Dumbledore est un grand sorcier, Potter. Il est très demandé. Mais c'est très important ce que j'allais dire. Vous avez quelque chose de plus important à dire que le ministre de la magie, Potter ? Écoutez, reprit Harry, en renonçant à toute prudence. Il s'agit de la pierre philosophale. La pile de livres que le professeur McGonagall avait dans les bras s'effondra sur le sol, mais elle ne se baissa pas pour les ramasser. Comment savez-vous balbutia-t-elle. Professeur, je crois, ou plutôt que c'est ou quelqu'un qui va essayer de voler la pierre. C'est pour ça qu'il faut que je parle au professeur Dumbledore. Elle parut à la fois stupéfiante et méfiante. Le professeur Dumbledore sera de retour demain, dit l'enfant. Je ne sais pas comment vous avez fait pour connaître l'existence de la pierre, mais soyez rassurés, personne ne peut la dérober. Elle est trop bien protégée. Mais professeur Potter, je sais ce que je dis, répliqua-t-elle sèchement. Puis elle se pencha pour ramasser ses livres. Je suggère que vous retournerez tous les trois dehors pour profiter du soleil. Mais ils restèrent là. Si c'est mieux que ça va se passer, dit Harry lorsqu'ils furent certains que le professeur McGonagall était trop loin pour les entendre. Rogue va essayer d'ouvrir la trappe. Il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il s'est arrangé pour éloigner Dumbledore. C'est lui qui a envoyé cette lettre. Il va être étonné au ministère de la magie en voyant débarquer Dumbledore. À ce moment, Hermione étouffa un cri. Ron et Harry firent volte-face. Rogue se tournait derrière eux. « Bonjour » dit-il d'une voix douce. Ils le regardèrent avec des yeux ronds. « Vous ne devrez pas rester à l'intérieur avec un beau temps pareil, dit-il. Il y eut un étrange sourire qui ressemblait à un rictus. Nous étions, commença Harry sans avoir aucune idée de ce qu'il allait dire. Vous devriez faire attention, dit Rogue. À vous voir comme ça, tous les trois, on dirait que vous préparez un mauvais coup. Et Gryffondor ne peut pas se permettre de perdre encore des points, n'est-ce pas? Harry devint écarlate. Ils se tournèrent vers la porte, mais Rogue les arrêta. Je vous préviens, Potter, dit-il.
Si vous recommencez à vous promener la nuit dans les couloirs, je verrai personnellement à ce que vous soyez renvoyé du collège. Bonne journée. Et il s'en alla en direction de la salle des professeurs. Voilà ce qu'on va faire, dit Harry aux deux autres lorsqu'ils firent sur le grand escalier de pierre. L'un de nous surveillera Rogue. Il faut l'attendre à la sortie de la salle des profs et le suivre. Et Hermione, c'est toi qui devras t'en charger. Pourquoi moi? C'est évident, dit Ron. Tu peux faire semblant d'attendre Flitwick. Oh, professeur, ajouta-t-il en prenant une voix au perché. Je suis terriblement inquiète. J'ai peur d'avoir mal répondu à la question 14b. Ça suffit, dit Hermione. Elle accepta cependant d'assurer la surveillance de Rogue. Et nous, on ferait bien de se poster devant le couloir du 3e étage, dit Harry à Ron. Allez, viens. Mais cette partie du plan ne fonctionna pas. À peine avait-il atteint la porte qui séparait Touffu du reste de l'école que le professeur McGonagall apparut à nouveau et cette fois elle perdit son calme. Vous êtes plus difficile à éviter qu'un mauvais sort, tonna-t-elle. J'en ai assez de vos balivernes. Si jamais j'entends que vous êtes revenu dans ces parages, j'enlève 50 points de plus à Gryffondor. Parfaitement, Weasley, même si c'est ma propre maison. Harry et Ron retournèrent dans la salle commune. Harry venait de lui dire qu'Hermione était partie sur la trace de Rogue, quand le portrait de la grosse dame pivota et Hermione entra à son tour. Je suis désolée, Harry, gémit-elle. Rogue est sorti de la salle des profs et m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que j'attendais Flitwick et il allait le chercher. Quand j'ai pu repartir, je ne savais plus où était Rogue. Bon, alors c'est fini, dit Harry. Les deux autres le regardèrent avec inquiétude. Il était pâle et ses yeux flamboyaient. Ce soir, dit-il, je vais essayer d'aller chercher la pierre avant lui. Tu es fou, s'exclama Ron. Tu ne peux pas faire ça, dit Hermione. Après ce que McGonagall et Rogue ont dit, tu vas te faire renvoyer. Et alors, explosa Harry. Vous ne comprenez donc pas? Si Rogue parvient à s'emparer de la pierre, Voldemort va revenir. Vous n'avez jamais entendu dire comment c'était quand il a voulu prendre le pouvoir? S'il y arrive, on ne pourra plus se faire renvoyer tout simplement parce que Poudlard n'existera même plus. Il va le détruire ou le transformer en école de magie noire. Perdre des points n'a plus aucune importance. Tu crois qu'il vous laissera tranquille, vous et vos familles, si Gryffondor gagne la coupe? Si je me fais prendre avant d'avoir réussi à atteindre la pierre, je n'aurai plus qu'à retourner chez les Dursley et attendre que Voldemort vienne me chercher. Ça ne fera que retarder un peu le moment de ma mort, parce que moi, je ne me mettrai jamais du côté des forces obscures. Cette nuit, je passe par cette trappe et vous ne pourrez pas m'en empêcher. C'est Voldemort qui a tué mes parents, il ne faut pas l'oublier. Tu as raison, dit Hermione d'une petite voix. Je me servirai de la cape d'invisibilité, dit Harry. C'est une chance que je les récupère. Et tu crois qu'elle est assez grande pour nous couvrir tous les trois? Demanda Ron. Tous les trois? Tu ne crois quand même pas qu'on va le laisser y aller tout seul? Bien sûr que non, dit sèchement Hermione. Comment veux-tu parvenir jusqu'à la pierre sans notre aide? Je ferais bien d'aller voir un petit peu dans mes bouquins. J'y trouverai sûrement des choses utiles. Mais si on se fait prendre, vous aussi vous serez renvoyé, fit remarquer Harry. Je pourrais peut-être m'arranger, répondit Hermione. Flitwick m'a dit en secret que j'avais 112% de bonnes réponses à son examen. Après dîner, ils s'assirent tous les trois, nerveux, à l'écart dans la salle commune. Personne ne les dérangea, puisque les autres Gryffondors refusaient toujours d'adresser la parole à Harry. Pour une fois, celui-ci en était plutôt soulagé. Hermione parcourait ses cahiers de cours, espérant y dénicher le moyen de neutraliser les sortilèges qu'il devrait affronter. Harry et Ron ne disaient pas grand-chose. Tous deux pensaient à ce qui les attendait. Peu à peu, la salle se vida à mesure que les élèves allaient se coucher. Lorsque le dernier, Lee Jordan, fut parti en bâillant et en s'étirant, Harry courut dans le dortoir pour aller chercher la cape d'invisibilité. En même temps, il glissa dans sa poche la flûte qu'Hagrid lui a fait offerte à Noël. Il comptait l'utiliser pour endormir Touffu. C'était mieux que d'avoir à chanter quelque chose. « On ferait mieux de mettre la cape dès maintenant, dit-il, quand il fut redescendu. Assurons-nous qu'il nous couvre bien. Si jamais Ruza apercevait un de nos pieds traînant... »« Qu'est-ce que vous faites ?» dit alors une voix à l'autre bout de la salle. Neville apparut derrière un fauteuil en tenant contre lui son crapaud qui s'était à nouveau évadé. « Rien, rien, dit Harry en s'empressant de cacher la cape derrière son dos. Vous allez encore vous balader, dit Neville. Non, 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 dit Hermione, pas du tout. Va donc te coucher. Harry jeta un coup d'œil à l'horloge. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. À cette heure-ci, Rogue était peut-être en train d'endormir Touffu. Si vous sortez, vous allez vous faire prendre, dit Neville, et Gryffondor aura encore plus d'ennui. Tu ne comprends pas, dit Harry, c'est très important. Mais Neville avait l'air décidé à tenir bon. Je ne vous laisserai pas partir, dit-il en allant se poster devant le trou qui servait d'entrée. Je suis prêt à me battre. Neville, s'exclama Ron, laisse-nous passer devant, ne fais pas l'idiot. Ne me traite pas d'idiot, répliqua Neville. Vous avez suffisamment fait de choses interdites. D'ailleurs, c'est toi-même qui m'a dit que je devais me défendre.
et il lâcha son crapaud qui disparut sous un meuble. Essaye de me frapper, dit-il en levant l'épaule. Pas contre nous, lança Ron. Fais quelque chose, dit Harry, désespéré en s'adressant à Hermione. Elle s'avança alors vers Neville et brandit sa baguette. Désolée, Neville, dit-elle, mais il le faut. Petrificus totalus. Aussitôt, les bras de Neville se collèrent au long de ses flancs, ses jambes se joignirent, son corps devint rigide, il vacilla un instant, puis tomba en avant et resta immobile, à plat ventre, raide comme une planche. Hermione s'empressa de le retourner sur le dos, la mâchoire de Neville était collée. Il ne pouvait plus parler. Seuls ses yeux bougeaient en jetant des regards horrifiés. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Harry. « C'est le maléfice du saucisson, » dit Hermione du voix navrée. « C'est comme s'il était ligoté et bâillonné. Je suis vraiment désolée, Neville. »« Il le fallait, on n'a pas le temps de t'expliquer, » dit Harry. « Tu comprendras plus tard, » ajouta Ron. Ils l'enjambèrent, s'enveloppèrent dans la cape et sortirent de la salle commune. Être obligé de laisser Neville dans cet état ne leur semblait pas être un très bon présage. Ils avaient les nerfs à vif et croyaient voir dans chaque ombre la silhouette de Rusard et entendre dans le moindre souffle de vent l'arrivée de Peeves. Parvenus devant le premier escalier, ils aperçurent Mystère tapis en haut des marches. « Si on lui donnait un coup de pied pour une fois » murmura Ron à l'oreille d'Harry. Mais celui-ci refusa d'un signe de tête et il monta l'escalier en contournant soigneusement la chatte. Tourna vers eux, ses yeux brillants contre des lampes, mais il n'eut aucune réaction. Ils ne rencontrèrent plus personne avant d'arriver dans le couloir du 3e étage. Ils virent alors Peeves qui faisait des plis dans le tapis pour faire trébucher les gens. « Qui est là ?» dit-il sous ses petits yeux noirs rétrécis. « Je sais que vous êtes là, même si je ne peux pas vous voir. Qu'êtes-vous, gnome, fantôme ou salmon ?» Il s'éleva dans les airs et les observa. « Je devrais appeler Rusard si quelque chose d'invisible rôde aux alentours. » Harry eut soudain une idée. « Peeves !» dit-il d'une voix rauque. Le baron sanglant a ses raisons d'être invisible. Peeves fut tellement abasourdi qu'il faillit tomber. Il se rattrapa à temps et resta suspendu à 30 cm de l'escalier. « Je suis désolé, votre sanglante excellence, monsieur le baron, dit-il d'une voix onctueuse. J'ai commis une regrettable erreur. Je ne vous avais pas vu. Bien sûr, puisque vous êtes invisible, je vous demande de pardonner sa plaisanterie à ce vieux Peeves, monsieur le baron. J'ai des affaires à mener ici, dit Harry de sa voix rauque. Ne reviens plus dans les parages cette nuit. Oh, mais bien sûr, monsieur le baron, bien entendu, dit Peeves en remontant dans les airs. J'espère que vos affaires se passeront bien, monsieur le baron. Je ne vous dérangerai plus. Et il fila ailleurs. Formidable, Harry, murmura Ron. Quelques secondes plus tard, ils s'étaient avancés dans le couloir et virent que la porte était entrebâillée. Et voilà, dit Harry à voix basse, Rogue a déjà réussi à passer devant Touffu. La porte ouverte semblait leur faire redouter ce qui les attendait. Sous la cape, Harry se tourna vers les deux autres. « Si vous préférez ne pas aller plus loin, je ne vous en voudrais pas, dit-il. Vous pouvez garder la cape, je n'en aurai plus besoin maintenant. » Ne dis pas de bêtises, répliqua Ron. « Bien sûr qu'on vient avec toi, dit Hermione. » Harry poussa la porte. Des grognements retentirent aussitôt. Les 3 museaux du chien reniflaient frénétiquement dans leur direction, bien qu'il fût incapable de les voir. « Qu'est-ce qu'il y a par terre ?» demanda Hermione. « Ça ressemble à une arbre, dit Ron. C'est sans doute Rogue qui l'a laissé là. »« Le chien doit se réveiller dès qu'on arrête de jouer, dit Harry. Bon, allons-y. » Il porta la flûte à ses lèvres et se mit à jouer. Ce n'était pas vraiment une mélodie. Mais dès la première note, les paupières du monstre devinrent lourdes. Il arrêta de grogner, ses jambes fléchirent, il trébucha, puis s'effondra sur le sol, profondément endormi. « Continuez à jouer, » dit Ron tandis qu'il se débarrassait de la cape et s'avançait silencieusement vers la trappe. Lorsqu'ils approchèrent des 3 têtes du chien, ils sentirent son souffle brûlant et fétide. « On devrait arriver à soulever la trappe, dit Ron. Tu veux passer la première, Hermione ? » « Non, je n'y tiens pas. » « Bon, tant pis. » Ron serra les dents, enjamba les pattes du chien avec précaution, puis tira la main de la trappe qu'il soulevait sans difficulté et s'ouvrit. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda Hermione avec angoisse. « Rien, c'est tout noir. Il n'y a ni échelle, ni corde pour descendre. Il faut se laisser tomber. » Harry, qui jouait toujours de la flûte, fit un signe de la main et Ron et tapota sa poitrine de l'index. « Tu passes le premier ? Tu es sûr ? Je n'ai aucune idée de la profondeur. Donne la flûte à Hermione, sinon il va se réveiller. » Harry lui tendit la flûte. Lorsque la musique s'arrêta, le chien se remit à grogner et à bouger, mais dès qu'Hermione joua à nouveau, le replongea dans le sommeil. Harry l'enjamba à son tour et regarda à travers l'ouverture. On ne voyait pas le fond. Il se glissa dans le trou et se suspendit par le bout des doigts au bord de la trappe. « S'il m'arrive quelque chose, dit-il à Ron, n'essayez pas de me suivre. Allez chercher Edwige dans la volière
et envoyez-la avec un message à Dumbledore, d'accord? D'accord, dit Ron. À tout de suite, j'espère. Et Harry se laissa tomber. Il sentait l'air humide lui siffler aux oreilles, tandis qu'il tombait. Puis soudain, avec un drôle de bruit sourd, il atterrit sur quelque chose de mou. Il se redressa et regarda autour de lui. Ses yeux n'étaient pas encore habitués à l'obscurité, mais il avait l'impression d'être assis sur une sorte de plante. « C'est ok !» cria-t-il en direction de la trappe, qui dessinait au-dessus de sa tête un carré lumineux de la taille d'un timbre-poste. « On peut sauter, c'est mou ici !» Ron fut le premier à suivre. Il tomba de tout son long à côté de Harry. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, c'est une espèce de plante, je crois. Elle a dû être placée là pour amortir la chute. »« Viens, Hermione !» La flûte qu'on entendait faiblement s'interrompit. Le chien aboya bruyamment, mais Hermione avait déjà sauté et elle atterrit de l'autre côté de Harry. « On doit être à des kilomètres sous le château, dit-elle. « Une chance qu'il y ait cette plante, fit remarquer Ron. « Une chance sur Hermione. Regardez-vous tous les deux !» Elle se leva d'un bond et parvint péniblement à se réfugier contre une paroi humide. Péniblement, car dès l'instant où elle avait atterri, les braies de la plante, longues comme des tentacules, avaient commencé à s'enrouler autour de ses chevilles. Quant à Ron et Harry, des sortes de lianes leur avaient déjà ligoté les jambes sans qu'ils s'en rendent compte. Hermione avait réussi à se libérer avant que la plante ait le temps de l'immobiliser. Elle regardait avec horreur Harry et Ron qui se débattaient pour essayer de se libérer. Mais plus ils tiraient sur les tentacules, plus l'emprise du monstre végétal se resserrait autour d'eux. « Ne bougez plus !» leur ordonna Hermione. « Je reconnais cette plante, c'est un filet du diable !»« Je suis ravie de le savoir, ça nous aide beaucoup !» lança Ron d'un ton narquois en essayant d'empêcher la plante de s'enrouler autour de son cou. « Sinon, j'essaye de me rappeler comment il faut faire pour la tuer, dit Hermione. »« Alors dépêche-toi parce que j'ai du mal à respirer, » dit Harry d'une voix attenante, tandis que la plante lui étreignait la poitrine. « Voyons, filet du diable. Qu'est-ce que vous a dit le professeur Schramm déjà? Elle aime l'humidité et l'obscurité. Dans ce cas, allume un feu, dit Harry, à moitié étouffé. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de bois, s'écria Hermione dans les mains. Tu es folle, hurla Ron. Tu es une sorcière ou quoi? Ah, c'est vrai, dit Hermione. Elle sortit sa baguette magique, l'agita et barbonna quelque chose, et un jet de flamme bleue, semblable à celle qui avait mis le feu aux vêtements de Rogue, jaillit en direction de la plante. En quelques instants, Ron et Harry sentirent la plante desserrer son étreinte, tandis qu'elle se recroquevillait sous l'effet de la chaleur et de la lumière. Ils retrouvèrent alors leur liberté de mouvement. « Une chance que tu écoutes bien en classe, Hermione, » dit Harry en la rejoignant près du mur, le visage ruisselant de sueur. « Oui, et heureusement que Harry ne perd pas la tête, » dit Ron. « Par là, ajouta Harry, en indiquant le seul passage qu'ils avaient devant eux. Ils s'engagèrent alors dans ce passage qui s'enfonçait sous la terre, où l'on n'entendait que le doux ruissellement des gouttes d'eau sur les murs. Comme à Gringotts, pensa Harry, avec un haut le cœur. Il se souvint des dragons qui étaient censés garder à la salle des coffres dans la banque des sorciers. Et s'il se retrouvait face à un dragon adulte? C'était déjà difficile avec Norbert. Ils parcoururent ainsi quelques dizaines de mètres. « Tu entends » chuchota Ron. Harry écouta. Venant d'un peu plus loin, on entendait un bruissement confus auquel se mêlaient quelques tintements. « On dirait des bruits d'ailes, » dit Harry. « Il y a de la lumière là-bas, » remarqua Ron. « Je vois quelque chose bouger. » Parvenus à l'extrémité du passage, ils découvrirent une arche. L'endroit était envahi de petits oiseaux étincelants qui voltaient sans cesse tout autour de la pièce. Dans le mur d'enfance, il y avait une grande porte en bois. « Tu crois qu'ils vont nous attaquer si on traverse la salle ?» demanda Ron. « Sans doute, dit Harry, ils n'ont pas l'air très méchants. Mais s'ils nous foncent dessus tous en même temps, on va bien voir. Je vais courir. » Il prit une profonde inspiration, se protégea la tête avec ses bras et s'élança à travers la salle. Il s'attendait à sortir des dizaines de becs très pointus le piqué de la tête aux pieds, mais il ne se passa rien du tout. Il arriva devant la porte sans avoir subi la moindre attaque. Il tira la poignée. La porte était verrouillée. Les deux autres vinrent à sa rescousse, mais leurs efforts pour ouvrir la porte restèrent vains. Elle refusa de bouger. Même lorsque Hermione essaya une de ses formules magiques. « Et maintenant, dit Ron, ces oiseaux ne sont pas là pour faire joli, » fit remarquer Hermione. Ils observèrent les oiseaux qui brillaient au-dessus de leur tête. Qui brillaient. « Ce ne sont pas des oiseaux !» s'écria Harry. « Ce sont des clés volantes. Regardez bien, ce qui veut dire... » Il jeta un coup d'œil autour de lui, pendant que les deux autres observaient le vol des clés. « Oui, là, des palais !» s'exclama Harry. « Il faut attraper la clé qui ouvre la porte. »« Mais il y en a des centaines !» Ron examina la serrure. « Il faut une grosse clé à l'ancienne, probablement en argent comme la poignée. » Ils prirent chacun un balai et décollèrent en direction du nuage de clés. Ils essayèrent d'en saisir plusieurs, mais les clés magiques filaient, plongeaient, zigzaguaient avec une telle rapidité qu'il était presque impossible d'en attraper une. Ce n'était pas pour rien, cependant, qu'Harry était le plus jeune attrapeur qu'on ait connu depuis un siècle. Il avait un don pour repérer des choses que les autres ne voyaient pas.
Après avoir parcouru pendant quelques instants ce tourbillon de plumes aux couleurs d'arc-en-ciel, il remarqua une grosse clé d'argent qui avait une aile tordue, comme si quelqu'un l'avait déjà attrapée et brutalement introduite dans la serrure. « C'est celle-ci » cria-t-il aux deux autres. « La grosse là, avec des ailes bleues. Les plumes sont toutes froissées d'un côté. » Ron fila dans la direction indiquée par Harry, mais emporté par son élan, il s'écrasa contre le plafond et faillit tomber de son balai. « Il faut la cerner » cria Harry, sans quitter des yeux la clé allait le blesser. « Ron, tu restes au-dessus, et Hermione, tu te mets en dessous pour l'empêcher de descendre. Et moi, j'essaierai de l'attraper. Attention, partez !» Ron plongea, Hermione remonta en chandelle, et la clé les évita tous les deux. Mais Harry fonça dessus, la clé filait vers le mur. Harry se pencha en avant, et dans un craquement sinistre, il réussit à la plaquer contre la pierre avec la paume de la main. Ron et Hermione poussèrent une exclamation de joie qui résonna dans toute la salle. Ils se dépêchèrent d'atterrir, et Harry courut vers la porte, serrant dans sa main la clé qui se débattait. Il l'enfonça dans la serrure et tourna. Il y eut un déclic, puis la clé s'envola à nouveau, les ailes en piteuse éteintes. « Prêt ?» demanda Harry, la main sur la poignée de la porte. Les deux autres hochèrent la tête et il ouvrit la porte. La deuxième salle était plongée dans une telle obscurité qu'ils ne voyaient plus rien. Mais lorsqu'ils eurent franchi le seuil de la porte, une lumière éclatante jaillit soudain le seuil, leur révélant un spectacle étonnant. Ils se trouvaient au bord d'un échiquier géant, derrière des pièces noires qui étaient plus grandes qu'eux et semblaient avoir été sculptées dans la pierre. En face d'eux, de l'autre côté de la salle, se tenaient des pièces blanches. Harry et les deux autres furent parcourus d'un frisson. Les pièces blanches, imposantes, n'avaient pas de visage. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Harry. « C'est évident, non ?» dit Ron. « Il va falloir jouer une partie d'échecs pour arriver de l'autre côté. » Derrière les pièges blanches, ils apercevaient une autre porte. « Comment on va s'y prendre ?» demanda Hermione inquiète. « Nous serons sans doute obligés de nous transformer nous-mêmes en pièces d'échecs, dit Ron. Il s'avança vers un cavalier noir et posa la main sur le cheval. Aussitôt, la pierre s'anima. Le cheval frappa l'échiquier de ses sabots et le cavalier tourna vers Ron, la tête coiffée d'un casque. « Il faut qu'on se joigne à vous pour passer de l'autre côté ?» demanda Ron. Le cavalier noir approuva d'un signe de tête. Ron se tourna vers les deux autres. « Il faut bien réfléchir, dit-il. On va devoir prendre la place de 3 des pièces noires. » Harry et Hermione restèrent silencieux, attendant que Ron ait pris une décision. « Ne vous vexez pas, dit-il enfin, mais vous n'êtes pas très bons aux échecs tous les deux. »« On ne se vexe pas, dit Harry. Dis simplement ce qu'on doit faire. Toi, Harry, tu prends la place de ce fou. Et toi, Hermione, tu te mets là, sur la case de la tour. Et toi ? Moi, je prends la place du cavalier, dit Ron. Les pièces blanches avaient entendu, car à cet instant, un cavalier, un fou et une tour quittaient l'échiquier, laissant 3 cases vides que Ron, Harry et Hermione occupèrent. Les blancs jouent toujours en premier, dit Ron, en scrutant l'autre extrémité de l'échiquier. Regardez, un pion blanc venait d'avancer de 2 cases. Ron commença alors à donner ses ordres aux pièces noires, et elles se déplacèrent sans bruit là où il les envoyait. Harry sentit ses jambes fléchir. Que se passerait-il si jamais il perdait ? Harry, déplace-toi de 4 cases en diagonale vers la droite. Leur premier choc fut de voir le camp adverse prendre un autre cavalier. La reine blanche l'assomma en le jetant de sa monture et le traîna au bord de l'échiquier où il resta immobile face contre terre. C'était nécessaire, dit Ron qui paraissait secoué. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ce fou, Hermione. Vas-y. Chaque fois qu'elle perdait un de leurs hommes, les pièces blanches se montraient sans pitié et bientôt, il y eut une rangée de pièces noires hors de combat alignées le long des murs. 2 fois, Ron s'aperçut juste à temps que ses amis étaient en danger. Lui-même s'arrangeait pour prendre autant de pièces blanches qu'il en avait perdu de noires. On y est presque, murmura-t-il. Voyons, réfléchissons. La reine blanche tourna vers lui sa tête son visage. Oui, dit Ron à voix basse, c'est le seul moyen. Je dois me faire prendre. Non, s'écrièrent les 2 autres. C'est le jeu, répliqua Ron. Il faut savoir faire des sacrifices. Je vais jouer mon coup. Elle me prendra. Ce qui te permettra de faire échec et mat, Harry. Mais tu peux arrêter Rogue ou pas, Ron? Si tu ne te dépêches pas, il va s'emparer de la pierre. Et il n'avait rien d'autre à faire. Prêt demanda Ron, le temps pâle, mais l'air décidé. J'y vais. Et ne traînez pas ici quand vous aurez gagné. Il s'avança. La reine blanche abattit alors son bras de pierre sur sa tête. Ron s'effondra et la reine le traîna jusqu'au bord de l'échiquier. En le voyant assommé, Hermione avait poussé un cri, mais n'avait pas bougé de sa case. En tremblant, Harry se déplaça de 3 cases vers la gauche. Aussitôt, le roi blanc ôta ses couronnes et le jeta aux pieds de Harry. Ils avaient gagné. Les pièces blanches s'écartèrent en s'inclinant, dégageant l'accès à la porte du fond. Après avoir jeté à Ron un dernier regard navré, Harry et Hermione franchirent la porte et s'engouffrèrent dans un autre passage. « Tu crois qu'il... » commençait Hermione. « Ne t'inquiète pas, il n'est pas blessé, » assura Harry, en essayant de s'en convaincre lui-même. « Qu'est-ce qui nous attend maintenant, à ton avis ?»
Le filet du diable, c'était le maléfice de Chouram. C'est sans doute Fitlouis qui a ensorcelé les clés. McGonagall a donné vie aux pièces d'échecs. Il nous reste donc à affronter les sortilèges de Quirrell et de Rogue. Ils étaient à présent devant une nouvelle porte. On y va murmura Harry. D'accord. Harry poussa la porte. Aussitôt, une répugnante odeur leur frappa les narines et tous deux durent relever les pans de leur robe pour se couvrir le nez. Ils virent alors, allongé sur le sol, un immense troll encore plus grand que celui auquel ils s'étaient attaqués. Il était évanoui avec une grosse bosse sanglante sur le front. Heureusement qu'on n'a pas eu à se battre avec celui-ci, murmura Harry. Ils enjambèrent avec précaution l'une de ces jambes massives qui leur barrait le chemin et se hâtèrent de gagner la porte suivante. Lorsque Harry l'ouvrit, il s'attendait au pire, mais il ne vit rien d'effrayant. Il y avait simplement une table sur laquelle étaient alignées 7 bouteilles de différentes formes. Ça, c'est le maléfice de Rogue, dit Harry. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dès qu'ils eurent franchi le seuil de la porte, de grandes flammes jaillirent derrière eux. Mais ce n'était pas un feu ordinaire. Celui-ci était violet. Au même moment, d'autres flammes noires, cette fois-ci, s'élevèrent dans l'encadrement de la porte du fond. Ils étaient pris au piège. Regarde, dit Hermione, en prenant un rouleau de parchemin posé à côté des bouteilles. Harry s'approcha et lui par-dessus son épaule. Devant est le danger, le salut est derrière. 2 seront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront t'offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortels, poison, promesse d'agonie. Choisis si tu veux fuir un éternel supplice. Pour t'aider dans ce choix, tu auras 4 indices. Le premier, si rusés que soit leur perfide, les poisons sont à gauche, des devants d'ortie. Le second, différentes à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. Le troisième, elles sont de taille inégale, ni naines ni géantes, en son sein des fatales. 4, enfin, les deuxièmes à gauche comme à droite sont jumelles de goût, mais d'aspect disparate. Hermione poussa un profond soupir et Harry fut stupéfait de voir qu'il souriait. Remarquable, dit-elle, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique, une énigme. Il y a beaucoup de grands sorciers qui n'ont pas la moindre logique. Ils n'arriveraient jamais à trouver la solution. Et nous non plus. Bien sûr que si. Tout ce dont nous avons besoin est écrit sur ce papier. Il y a 7 bouteilles. 3 contiennent du poison, 2 du vin. L'une d'elles permet de franchir sans mal les flammes noires et une autre permet de retourner sur le pas en traversant les flammes violettes. Mais comment savoir laquelle boire? Laisse-moi réfléchir. Hermione relit le papier plusieurs fois, puis elle examina attentivement les bouteilles en marmonnant pour elle-même. Enfin, elle poussa un cri de victoire. « Ça y est, j'ai trouvé !» dit-elle. « C'est la plus petite bouteille qui nous permettra de traverser les flammes noires et d'arriver jusqu'à la pierre. » Harry regarda la minuscule bouteille. « Il y a tout juste une gorgée là-dedans, dit-il. Ce n'est pas assez pour nous deux. » Ils échangèrent un regard. « Quelle est celle qui permet de franchir les flammes violettes ?» Hermione montrait une bouteille ronde à droite de la rangée. « Alors boissez-la, dit Harry. Retourne auprès de Ron. Allez prendre des balais dans la salle des clés volantes et utilisez-les pour ressortir par la trappe. Touffu n'aura pas le temps de vous mordre. Filez droit à la volière et envoyez Edwige à Dumbledore avec un mot disant qu'on a besoin de lui. J'arriverai peut-être à retenir Rogue pendant un moment, mais je ne suis pas de taille à l'affronter. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais tu sais qui est avec lui? J'ai eu de la chance une fois, dit Harry en montrant sa cicatrice. Pourquoi pas deux? Les lèvres d'Hermione tremblèrent. Elle se précipita soudain sur Harry et le serra dans ses bras. Hermione! Harry, tu es un grand sorcier. Pas autant que toi, répondit Harry un peu gêné. Moi, j'ai tout appris dans le livre, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Le courage, l'amitié. Oh Harry, fais bien attention. Voilà la première, dit Harry. Tu es sûr que tu ne te trompes pas? Certaine, assura Hermione. Elle but une longue gorgée au goulot de la bouteille ronde et parcourut d'un frisson. Ce n'est pas du oiseau? Demanda Harry d'une voix angoissée. Non, mais on dirait de la glace. Dépêche-toi, vas-y avant que les effets disparaissent. Bonne chance, sois prudent. Vas-y! Hermione fit volte-face et marcha droit vers les flammes violettes. Harry respira profondément, prit la petite bouteille et se tourna vers les flammes noires. J'arrive, dit-il. Il vida la bouteille d'un trait. Il eut alors l'impression d'avoir plongé dans un bain glacé. Il reposa la bouteille, contracta ses muscles et s'avança à travers le feu. Les flammes noires lui léchèrent le corps, mais il ne sentit aucune chaleur. Pendant quelques instants, il ne vit plus que la couleur noire du feu magique, puis il se retrouva de l'autre côté, dans la dernière salle. Quelqu'un était déjà là, mais ce n'était pas Rogue, ce n'était même pas Voldemort.